Nous vous l'annoncions au sommaire de cette édition 1945. Notre invité du soir, Tony Mwaba, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation et de commenter l'actualité politique en République démocratique du Congo avec nous. Merci. Alors, vous avez été dans la province du Kwango pour lancer l'examen d'État, édition 2020-2021. Pourquoi d'abord le choix de la province du Kwango et pas d'autres provinces? Eh bien, c'est simple parce que j'ai voulu rompre aussi avec les habitudes du passé qui consisteraient à considérer que le Congo se limiterait tout simplement à Kinshasa. Et ceci nous éloigne un peu de nous imprégner de certaines réalités qui sont vécues dans l'arrière-pays. Alors, j'ai préféré aller en province, plus précisément dans la province du Kwango, au chef-lieu de Kenge, pour justement, au-delà de l'idée de lancer la session ordinaire des examens d'État édition 2021, de pouvoir également palper du doigt les réalités qui sont vécues dans ces territoires, mais également évaluer les degrés de pénétration ou de la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement. On en parlera dans cette émission, évidemment. D'accord. Alors, quelles sont les réalités ou l'horreur que vous avez vécue sur place une fois arrivé à Kenge? Bon, il faut avouer que je voulais en même temps, parce que depuis que je suis à la tête du ministère, j'ai fait un certain nombre de choses, notamment les états des lieux que je faisais avec les services centraux ainsi que d'autres directions. Il fallait compléter maintenant avec les visites d'itinérance. Et j'ai profité justement de cette grande activité nationale pour me permettre de faire également les états de lieux dans les grands Bandundu, avec tous les cadres de l'EPST qui étaient obligés de venir à ma rencontre pour essayer un peu d'évaluer et qu'ils reçoivent de ma part les nouvelles orientations sur la nouvelle vision des choses à la tête de l'EPST qui rentre dans la droite ligne avec la vision du chef de l'État. Alors, demain, jeudi, ce sera le dernier jour des épreuves. Alors, dans l'ensemble, quelle est votre appréciation jusqu'ici du déroulement de l'examen d'État? Oui, je note... L'appréciation globale. Je note que les épreuves, sauf encore imprévues en dernière minute, jusque-là, les choses se passent correctement, comme nous l'avions voulu. Les incidents ne manquent jamais, mais ce sont des incidents mineurs qui sont liés essentiellement à un certain nombre de dénonciations qui sont faites, contrairement aux habitudes, par pas seulement des élèves, des surveillants, contre un certain nombre de personnages qui viennent très souvent, non pas pour encadrer la bonne tenue de l'opération, mais justement pour favoriser la tricherie, la fraude. Personnage important, vous voulez dire? J'ai parlé de personnages pour désigner, par exemple, ce qu'on appelle communément des mercenaires. Oui. Vous avez des gens qui se sont offerts comme métier de pouvoir s'introduire dans des salles, dans des centres de passation d'examen. Ils se font appeler mercenaires parce qu'ils ont été recrutés moyennant quelques billets verts pour venir résoudre les items en lieu et place des élèves. Alors, ces gens-là, malheureusement pour cette année, comme je l'ai annoncé bien avant, et même au Congo, j'ai demandé aux élèves ainsi qu'à d'autres surveillants, en tout cas tous les superviseurs nationaux et provinciaux, de pouvoir dénoncer tous ces gens ici parce qu'ils contribuent, n'est-ce pas, à la déliquescence de la qualité de l'enseignement au Congo. Et ça s'est fait, vous avez appris que dans certains coins, et vous aurez les bilans certainement après-demain, il y a même des chefs d'établissement qui sont aux arrêts au moment où je vous parle, au fur et à mesure, ils sont emprisonnés à cause de tout cela. D'accord, monsieur le ministre. Puisque vous avez parlé d'incidents, vous avez parlé d'incidents majeurs, mineurs plutôt, mais ce sont des incidents majeurs parce que à Manono, dans la province du Tanganyika, si je ne m'abuse, il s'est passé des choses très horribles où les élèves auraient cotisé de l'argent pour donner aux surveillants et puis ça s'est très mal tourné. Quelle est la véritable information sur cet incident? Vous savez, j'ai relevé une chose ici, que contrairement aux habitudes, ceci ne s'est jamais fait par le passé.
J'ai inscrit mon mandat sous le signe de la politique de la rupture avec toutes sortes d'antivaleurs qu'on a vécues par le passé, mais également dans la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Et je l'avais dit, la tricherie aux épreuves des examens d'État se passe dans les centres de passation des examens d'État. Et je n'ai pas honte de le dire, je l'ai toujours dénoncé. Notre objectif, c'est arriver à relever aussi la qualité de l'enseignement, mais aussi les niveaux des élèves que nous formons et que nous injectons dans les établissements supérieurs et universitaires. Alors, vous avez les promoteurs d'écoles qui, en complicité avec les inspecteurs provinciaux principaux, moyennant des billets verts, comme je l'ai dit, ils subtilisent des items, ils vont les remettre à ces chefs d'établissement qui vont les résoudre en lieu et place des élèves pour que les moments venus d'ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, ils introduisent avec la complicité des surveillants ces personnages que j'appelle des mercenaires, parce qu'ils sont identifiés comme tels, ils entrent dans les salles, dans des centres de passation des examens pour commencer à résoudre des questions en lieu et place des élèves. Et si je comprends bien, c'est ce qui est arrivé à Manono. Effectivement, c'est ce qui est arrivé parce que malgré la politique de la rupture que nous sommes en train de prôner, malgré que j'ai engagé ce ministère dans la politique de la lutte contre les antivaleurs, vous savez, il y a des individus sans foi ni loi, sans remords ni scrupules, qui ne peuvent, en tout cas, tout ce que nous pouvons faire, ils ne peuvent pas s'améliorer, ils ne peuvent devenir ni meilleurs, ni moins dangereux. Ils ont franchi la ligne rouge jusqu'à ce point-là. Mais comme toutes les dispositions étaient prises, nous avons fait ce qu'on appelle avec l'inspecteur général une stratégie choc. C'est-à-dire, c'est en dernière minute et les mêmes jours de la passation que nous avons changé de superviseurs, nous avons changé de chefs de centre et ça a perturbé leur organisation. Cette édition même. Cette édition. Et ce qui fait que les élèves n'ont plus reconnu, n'ont pas été capables de localiser ni dans le temps ni dans l'espace celui à qui ils avaient remis quelques billets pour obtenir de lui ces services-là. Et curieusement, comme eux aussi n'étaient pas suffisamment préparés, ils croyaient à cette main-là qui allait les secourir pendant les épreuves, ils n'ont pas vu cela venir. Alors, ils ne pouvaient que prendre la tangente, quitter la salle et aller chercher à agresser celui qui a été à la base de ce que je considère comme leur malheur finalement. Est-ce que dans ce cas précis pour Manono, vous avez pu identifier les auteurs et est-ce que les sanctions ont été adoptées? Au moment où je vous parle, au fur et à mesure, il y a des sanctions qui sont en train d'être prises. Je vous dis même qu'il n'y a plus que ça, il y a des chefs d'établissement qui sont aux arrêts. Vous comprenez? Et nous attendons, ce qui nous importe en ce moment-là, en ce moment précis, c'est que les épreuves se passent comme il se devrait. Et ça sera fini peut-être demain jeudi. Et à la fin, nous ferons une évaluation globale et qui finirait également par l'identification de tous les responsables, c'est-à-dire auteurs, co-auteurs ou complices de la fraude qui s'est profilée. Malheureusement, ils ont été butés à cette stratégie de choc et ils seront sérieusement sanctionnés. À l'EPST, on appelle ça la désactivation. Ils seront désactivés, c'est-à-dire mis hors système, parce que ce n'est pas leur place. Alors, sur les items, on a retrouvé des questions se rapportant à certaines personnalités congolaises. Je cite Augustin Kabuya et Jean-Marc Kabound. Est-ce que cela vous a choqué? Ça ne peut pas me choquer. D'abord, moi-même, je suis professeur des universités et puis un intellectuel. Mais ça a choqué l'opinion. Un intellectuel organique. Vous comprenez? Et toute l'opinion n'a pas été choquée. Au contraire, je peux considérer, si je n'ai pas de médias, c'est trop structurel. Mais je crois qu'il y a des gens qui se sont confiés le beau rôle de véhiculer la haine. Et une haine viscérale. Mais en culture générale, que représentent Augustin Kabuya et Jean-Marc Kabound? Vous m'avez posé la question, permettez que je vous donne maintenant la réponse. Allez-y, monsieur le ministre. En tant qu'enseignant, et ce matin, j'ai échangé avec un autre enseignant, il faut faire la part des choses dans la culture générale. Dans la culture générale, il y a la culture savante. Il y a également la culture partagée. La culture savante, c'est celle qui est enseignée justement dans les salles de classe, c'est celle qui est puisée dans les manuels savants des spécialistes, un spécialiste d'histoire, un spécialiste de physique, de chimie, de biographie. Alors tout ça, c'est puisé dans
les écrits des spécialistes, des savants, et ceci permet à l'enseignant de faire la transposition didactique. Alors, c'est cette culture-là, savante, qui véhicule des informations autour de certaines personnalités qui ne sont pas africains ni congolais, mais bien entendu, qui s'inscrivent dans l'histoire européenne ou américaine. On va vous parler de Magellan, on va vous parler de Christophe Colomb, ainsi de suite. Ça, c'est dans la culture savante. Mais il y a une autre culture, c'est la culture partagée. Celle-là n'est pas enseignée ou retrouvée dans les ouvrages savants, mais c'est elle qui est véhiculée dans la presse écrite, presse locale, dans les chansons. En tout cas, c'est puisé dans les milieux socio-culturels. Et c'est cette culture partagée qui est complétée à la culture savante, qui donne la culture générale. La culture générale, c'est la culture savante plus la culture partagée. Alors, dans la culture partagée, vous trouvez ces personnalités-là qui ont marqué, à un moment donné, l'histoire. Et imaginez-vous, lorsque on vous parle de, Jeanne d'Arc, Magellan. Ces personnages ne sont pas comparés à Augustin Kabouya. Ah, parce qu'il est sous-homme, c'est ça. Au fait, c'est ça. Alors, c'est ça, ce que véhiculent les médias de la haine. Je vous ai dit... Dans le Santoro, par exemple, est-ce qu'on le connaît? Justement, la question a été posée, parce que lorsqu'on pose une question à un élève, c'est justement pour évaluer son niveau de connaissance. Est-ce qu'il est attentif aussi à l'actualité politique? Est-ce qu'il est attentif à tout ce qui se passe dans son milieu socio-culturel? On essaie un peu d'éveiller aussi sa conscience, d'éveiller aussi, n'est-ce pas, son niveau intellect, de vérifier un peu si l'élève a aussi l'idée de recherche. Au-delà de ce qui lui est enseigné en classe, est-ce qu'il a aussi un esprit de recherche? Au-delà de ce qu'il lui a annoncé, qu'est-ce qu'il peut avoir appris déjà en dehors de la classe et stimuler en lui l'esprit de recherche? Au fait, c'est ça. Et dans les personnalités, s'il faut crever l'abcès, ça n'a pas été seulement Augustin Kabouya, ni Jean-Marc Aboun. Il y a presque toutes les autorités politiques de ces pays, mais on n'en a pas parlé. Pourquoi tirer justement sur une seule personne? C'est la haine. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, parce que tout est remonté même vers moi pour dire non, c'est le ministre, il est délit de presse. Je vous informe que dans l'organisation des examens d'État, oui, ce que nous vivons les 4 jours, c'est l'aboutissement de toute une organisation, mais tout commence par la conception, la composition, la planification, les impressions, les colisages, ainsi de suite. L'examen d'État se compose déjà au mois de mars par des inspecteurs spécialistes en français, en histoire, en physique. On les enferme quelque part. Et ils composent ces examens-là. Donc cette question-là n'a pas été posée par vous. Non, s'il vous plaît. Allez-y. Au mois de mars déjà, Tony Mwaba n'était pas encore ministre. Il n'y avait pas encore le gouvernement Sama Lukonde. Et vérifier, on va vous dire, et ceci a été fait. Et puis c'est composé par des inspecteurs. Ce n'est pas le ministre qui va composer. Même si les ministres, en matière administrative, on dit qui paie le plus, ne peut pas le moins, parce que la compétence est d'attribution. Alors, j'ai compris, on est maintenant habitué. Nous vivons à côté de ceux qui n'ont en eux que la capacité de nuisance, que les véhicules de la haine, et on est habitué, et ça n'a rien à voir avec tout ça, et ce qui a été fait rentre dans la culture générale, qui est la culture partagée. Merci, monsieur le ministre. Dans l'actualité également, c'est cette photo qui a fait les tours des réseaux sociaux où on vous a vu avec l'IGF devant Augustin Kabouya comme un juge en train de trancher un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvé là, devant Augustin Kabouya, vous, ministre du gouvernement? Il est arrivé. N'oubliez pas que je suis né avec la photo. C'est-à-dire qu'avant cette photo, Tony Mwaba existait, Augustin Kabouya existait, Alingeti a existé. Et au-delà de cette photo, il y a eu d'autres encore, à plusieurs occasions, avec d'autres personnalités. Et les Congolais sont savants. Les jours où j'aurai des problèmes avec vous, peut-être qu'on sortira encore une photo. Aujourd'hui, je passe avec vous l'émission, il y a des photos qui sont en train d'être prises. On sortira encore qu'on l'a vu avec Zantoto, alors qu'ils ne se parlent pas. On va exploiter ça. Alors la photo, elle est récente? Donc c'est pour dire qu'il y a des poses, des photos que l'on peut extraire à un moment donné, dans un contexte donné, pour la balancer et créer l'actualité sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec cela. Parce que, Augustin Kabouya ne pouvait pas, parce que c'est justement l'idée qu'on a voulu faire passer,
que le ministre a détourné et que son secrétaire général était venu à son secours. Mais quel intérêt Augustin Kabouya pouvait venir pour soutenir son ministre pour une infraction qui n'est pas réalisée pour un détournement imaginaire en famille. Les linges sales. C'est là en famille. Excusez-moi, à ce que je sache, oui. Alinguet n'est pas membre de l'IDPS. C'est quelle famille on va laver? Vous avez vu Alinguet avec à moins que c'est son droit, c'est pas interdit. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec ce contexte-là, c'était un autre. Et Augustin Kabouya n'avait aucun intérêt de venir à ma rescousse pour la simple raison que je n'ai jamais détourné, je n'ai jamais tenté de détourner, je n'ai jamais été habité par l'intention de détourner. C'est-à-dire, même sous un profond sommeil, un tel rêve ne m'a jamais habité. Alors, si vous n'avez pas détourné de l'argent, mais il y a eu quand même tentative de détournement, monsieur le ministre. C'est ce qu'on appelle en droit l'infraction impossible. C'est-à-dire? Et ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, c'est les bons juristes, les juristes. Les juristes. Parce que tout le monde n'est pas juriste et tous les juristes n'ont pas le même niveau. Chez les théoriciens du droit, on appelle infraction impossible, ce qui m'a été prêté. Et c'est une impossibilité absolue quant à l'objet. Parce que jusqu'au moment où je discute avec toi sur ces plateaux, le budget TENAFEP n'a jamais été disponibilisé. Tous les juristes et les vrais juristes le savent. N'est-ce pas? Pas bon, maintenant avec 52 écoles de droit au pays, tout ça, tout le monde, bon. Ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait détournement, c'est-à-dire que l'auteur doit être déjà en possession de l'objet qui est destiné au détournement. Même pour qu'il y ait tentative, je dois être en possession de l'objet qui est destiné à être détourné. Dans les deux cas de figure, les fonds destinés au TENAFEP n'ont jamais été disponibilisés, n'ont jamais été mis à notre disposition ou prêts à être consommés. Donc ces fonds logent encore à la Banque centrale. Le vrai problème, c'est les débats qu'il y a eu entre l'inspection générale des finances et les ministres de l'EPST. L'inspection voulait que cette manne-là, qui est destinée à tous les intervenants du TENAFEP édition 2021, soit logée dans les comptes bancaires. Moi, j'ai dit non. C'est normal pour suivre la traçabilité. Je vais arriver. Oui. Et moi, j'ai dit, il faut que ça se donne à la main. Et pour plusieurs raisons. Pourquoi à la main? La première, c'est moi qui gère les enseignants. C'est moi qui paye les enseignants par la banque. On a appelé ça la bancarisation. Malheureusement, on a fait la bancarisation, oubliant que nous avons des coins qui ne sont pas couverts par les banques. Vous allez à Louisa, vous allez à Kinzamvouete, vous allez à Bambessa, vous allez à Kabeya-Kamwanga. Il n'y a pas de banque. Comment on fait pour payer les enseignants dans ces milieux-là? Parce qu'il y a des écoles. Nous utilisons certains opérateurs. On va vous parler de Caritas, oui. Mais nous utilisons Caritas. Au moment où je vous parle, et j'ai fait une lutte acharnée pour obtenir une paie régulière des enseignants, il arrive que certains enseignants font même 2-3 mois sans toucher leur salaire. Les frais de fonctionnement n'arrivent pas parce que là, il n'y a pas de banque. Caritas doit tout faire pour traverser les ruisseaux, les rivières, le fleuve, traverser, n'est-ce pas, les forêts, pour arriver et servir tous ces enseignants et des écoles qui sont enfouis dans les recoins du pays. Et ne le fait pas aussi gratuitement, parce qu'il y a toujours un fonds de risques que nous mettons à sa disposition pour tous les risques que Caritas prend pour lui payer. Ceci n'a pas été prévu dans le budget TENAFEP. Deuxième chose, rien que pour les paiements des enseignants, oui. S'il vous plaît, c'est très important. Rien que pour les paiements des enseignants, oui. Je connais des problèmes, on n'a jamais eu une paie régulière. Les enseignants souffrent. Mais pour cette prime ponctuelle, parce qu'un intervenant à l'édition 2021 ne reviendra pas nécessairement en 2022. Pour un 40 000 francs, 50 000 francs, pour avoir surveillé, par exemple, pendant les 2 jours, il faut lui payer par la banque. Ceci veut dire qu'il faut obliger un surveillant, même ponctuel, qui n'est pas nécessairement enseignant. Parce qu'on a dit que les surveillants sont des enseignants, ils sont payés par la banque, ils ont des numéros de compte. C'est faux, parce que parmi les intervenants, les superviseurs nationaux, provinciaux ou les surveillants, vous avez la police, vous avez l'ANER qui assure la sécurité des mâles, ils sont intervenants. Vous avez les enseignants nouvelle unité, ils n'ont pas de compte.
Vous avez n'importe quelle personne qu'on peut mettre en contribution pour le bon déroulement. Ils n'ont pas de compte. Alors ces gens-là, il faut les obliger d'aller ouvrir les comptes. Ils doivent payer les frais d'ouverture, les frais de tenue, les frais de retrait pour recevoir 40 000 francs. Donc vous avez à peu près plus de 300 000 intervenants. 300 000, j'ai dit, intervenants. Ils doivent ouvrir leur compte. Et puis, pour une petite prime ponctuelle, on va vous dire effectivement, on peut donner aux IPP. Tony Mwaba, ministre de l'EPST, c'est très important, gère 58 provinces éducationnelles. C'est énorme. Alors maintenant, il est possible qu'on donne à tous les inspecteurs, d'après leur budget, je précise, que le budget de TENAFEP, c'est élaboré dans les provinces éducationnelles par les comités provinciaux et ça remonte jusqu'au niveau central. Et comme c'est les ministres qui engagent les ministères, il fait un bon d'engagement, il envoie pour chercher les fonds à partir du budget et les finances. Et c'est là que ce n'est pas les ministres qui élaborent le budget, mais j'assume. Ok. Alors, pour finir, alors quand ça arrive comme ça, vous allez payer les intervenants qui sont des divers ordres, pas seulement la même catégorie, c'est pas seulement les enseignants. Et quand ça arrive comme ça, on vous dit que pourquoi vous insistez à ce qu'on paye à la main, dont vous avez l'intention de détourner. Moi, je suis juriste, je suis professeur d'université, j'insiste, docteur en droit et professeur full à l'université de Kinshasa. Je suis avocat, plus de 15 ans au barreau. Monsieur le ministre. Et je sais ce que j'ai dit. Oui. Je n'ai pas vu au code pénal l'infraction d'intention de détournement. Ça n'existe pas. Mais les juristes nous ont appris le détournement intellectuel dans ce pays. Le détournement intellectuel, c'est la première fois que je l'apprenne ici sur les plateaux, chez un journaliste professionnel. Mais là, je vous dis, méfiez-vous de ce genre de juristes. Je vous ai dit, tout le monde n'est pas juriste. Et tous les juristes n'ont pas le même niveau. Alors, comment garantir, vraiment de façon brève, comment garantir alors à l'IGF, qui n'a que le souci de la transparence, qu'effectivement, que ces fonds iront à destination? Une question. Je ne vous pose pas la question. Oui. Je me pose et je vais répondre. Oui. C'est pour l'intérêt de la compréhension des téléspectateurs. Comment est-ce que, au moment où nous parlons, se déroule la session ordinaire des examens d'État 2021? Parce que les examens se composent. Ici à Kinshasa, nous imprimons les items. Ici, nous faisons le colisage, la mise à mal et puis le convoyage vers le Congo profond. Appelez dans votre village natal, on vous dira qu'une malle est arrivée contenant les items. Vous avez parlé de Tanganyika quelque part là. Exactement. Mais comment la malle est arrivée là-bas? Elle vient de Kinshasa. Avant que je ne sois ministre, et peut-être c'est un détail inutile, je suis le 35e ministre de l'EPST. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu au moins 34 avant moi. Ils ont fait la même opération. C'est-à-dire tous ces frais-là des intervenants arrivent avec les inspecteurs principaux provinciaux jusque dans les écoles et ils payent. Ce sont des grands responsables. Ils l'ont toujours fait des années, des années. On a l'impression que la roue change aujourd'hui. Non. Tony Mwaba n'a pas amené une nouvelle règle, mais ce sont des choses qui ont toujours existé avant moi. Voilà. Peut-être que c'est l'IGF. On a juste peur des fictifs. Hein? Pour finir. Oui. Peut-être que c'est... Peut-être avant moi, il n'y avait pas l'IGF. Mais je souligne d'ailleurs que l'IGF à l'EPST, c'est Tony Mwaba qui l'a invité. Il est là sur invitation du ministre. Ah, c'est vous qui l'avez fait venir? Je l'ai fait venir. C'est pour dire que celui qui a de bonnes intentions, il s'annonce. C'est celui qui a de mauvaises intentions qui se cache. Donc ils sont là du fait de la volonté du ministre. Il fait son travail. Il s'occupe de ce qui concerne les finances. Moi, je m'occupe des aspects politiques, de la réussite. On appelle le gouvernement des warriors, c'est les résultats. Moi, je ne vais pas. La traçabilité existe. Vous avez accusé ses collaborateurs de vous bloquer lorsque vous avez besoin des financements. Vous le confirmez ici aussi? Je le confirme. Ils vous bloquent? Je le confirme en explicitant ceci. Oui. Et je me suis plaint chez leur chef de service, qui très souvent, parce que c'est moi qui ai demandé à l'IGF de me placer une mission en permanence au SECOP. Parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup de problèmes à l'EPST. Et toute sortie des fonds est validée par l'inspection générale des finances au travers de cette émission-là. Ce qui fait que, même pour le cas de TENAFEP, si le budget a été disponibilisé, il n'y aurait pas eu encore de détournement parce que toute sortie des fonds est validée par cette émission. Et si, par extrême impossible, considérant que le faux est vrai, qu'il y a eu détournement ou qu'il y aurait eu détournement, c'est que ça aurait été
un détournement collectif impliquant même l'inspection générale des finances. Alors nous avons, monsieur le ministre, donc, énormément pour conclure, de questions. Ça veut dire que cette mission-là, Oui. elle est là, elle contrôle tout. Et malheureusement, quand on les appelle pour venir valider certaines sorties de fonds, ils commencent à traîner les pas. Vous les appelez à 8 heures. Si vous avez la chance ce jour-là, ils débarquent à 17 heures, alors que les portes sont fermées. Mais si vous avez la malchance, ils interviennent 3 jours après. Ça, j'avais dénoncé vous avez dit, pour qu'ils améliorent. Vous avez dit, monsieur le ministre, qu'on peut vous poser toutes les questions, mais est-ce que vous avez toujours les conversations audio entre vous et l'IGF, puisque vous l'aviez dit? C'est quand même assez dangereux. Vous enregistrez les gens? Écoutez, je vais vous dire... Non, je vais vous dire... C'est une question qui vous dérange? On peut sauter. Non, ce n'est pas... Non, aucune question ne me dérange. Allez-y, monsieur le ministre. Ce qui est vrai, c'est que tout ce que j'avais déclaré lors de ma sortie spontanée devant les enseignants reste vrai et je le confirme. D'accord. Mais je ne vais pas raviver la flamme ici. D'accord. Nous voulons atterrir. Nous voulons atterrir. La paix. Non, la paix. La paix y est. Nous voulons atterrir parce qu'il y a eu un débat. Chacun était resté campé sur sa position. Oui. Mais nous évoluons pour les justes milieux. On ne veut pas raviver. Mais ce que j'avais dit reste confirmé. Alors, votre annonce, je l'avais dit sous la foi de mon serment. Votre passage a été annoncé sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de questions qui ont été posées. On ne pourra pas les poser toutes. Mais une autre question. La caisse de retraite des enseignants. Pourquoi vous voulez avoir une caisse de retraite des enseignants alors qu'il y a la SENSAP? Est-ce que ça relève de vos attributions, monsieur le ministre? Je vais préciser, merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez. D'ailleurs, je crois que rien ne pourra me décourager d'aller encore de l'avant. Ah bon? Parce que, avant d'en arriver... Vous êtes un homme de droit. Avant d'en arriver, oui. J'ai hérité le secteur de l'EPST que j'ai trouvé dans les abîmes. Je vais dire au 22e étage du sous-sol. Ah bon? Oui. L'EPST ressemblait à un pandémonium. Vous comprenez? Oui. Alors, j'ai engagé ce ministère dans la politique de la rupture, du redressement, pour lui donner sa place, parce que c'est la base. Les Congos de demain, ce sont ses enfants aujourd'hui. Nous devons mettre tous les sérieux dans mon sous-secteur pour que demain, le Congo que nous rêvons grand soit réellement grand. Je suis professeur à l'université, c'est moi qui reçois tous les finalistes du secondaire et je vois leur niveau. Le problème, c'est l'EPST. J'ai, dans le cadre du redressement, engagé le nettoyage du fichier paie des enseignants en élaguant les établissements fictifs, les enseignants fictifs et les agents fictifs. Cette opération m'a permis de récupérer et d'économiser quelques ressources qui étaient détournées toutes ces années avant moi. Par vos prédécesseurs. Et je l'ai même précisé, sans intention de nuire, que ce n'est pas l'inspection générale des finances qui traque les détourneurs à l'EPST, c'est le ministre lui-même. La preuve, j'ai récupéré ces ressources, j'ai résolu des grands problèmes que j'ai trouvés à l'EPST, en commençant par payer tous les enseignants NU du niveau maternel sur toute l'étendue du territoire. Grâce à ces ressources-là, j'ai augmenté les frais de fonctionnement de toutes les écoles publiques sur toute l'étendue du territoire à hauteur de 20,25%. Toujours avec ces ressources, j'ai engagé la retraite des enseignants. À l'EPST, vous trouvez les enseignants dont l'âge varie entre 65 et 105 ans. Qu'est-ce qu'ils font? À 90 ans, un enseignant, beaucoup d'entre eux ne se présentent plus dans les salles de classe. Ils sont à la maison, ils engagent un neveu, un cousin, qui va raconter des bêtises aux élèves. Et à la fin, quand il est payé, il se partage les salaires. J'ai dit non. Dans la rupture avec le passé, plus question ça. Nous voulons la qualité de l'enseignement. Nous voulons relever le niveau de nos élèves. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec les ressources que j'ai engrangées à la suite du nettoyage de ces fichiers, j'ai trouvé qu'il était possible de mettre à la retraite au moins 1500 enseignants à la fin de chaque mois et qui vont quitter les fichiers paye et SECOP et ils seront remplacés par 1500 enseignants nouvelle unité. Donc c'est une opération à double effet. Maintenant, les enseignants qui partent, on leur paye ce qu'on appelle une prime. C'est une prime de fin de carrière. Ce n'est pas encore la pension. C'est 13 mois et c'est son salaire multiplié par 13. Qui ne représente rien. S'il vous plaît. Oui. Quand l'enseignant perçoit ça, attention, parce qu'il y a des enseignants qui sont morts, ils n'ont rien touché, on les a oubliés. Quand les enseignants partent, ils sont maintenant pris en charge par la direction de la pension, rente et survie. C'est là que
mon collègue de la fonction publique devra payer maintenant la pension. La pension est payée là-bas, ce n'est pas à l'EPST. Alors, il y a eu d'autres mesures d'accompagnement, notamment le lancement de la caisse de retraite des enseignants. Le ministre Tony Mwaba n'a pas créé la caisse de retraite des enseignants. C'est pas vous? J'ai tout simplement lancé la caisse de retraite. Ça, c'est une nuance détail. La caisse a été créée par les enseignants eux-mêmes, comme ils ont créé la mutuelle de santé. Alors, pourquoi créer vous posez la question, peut-être à moi, pourquoi avoir lancé, oui, ou aux enseignants, pourquoi avoir créé, parce qu'il y a une caisse nationale de sécurité sociale. Oui. Mais la raison est simple. Les enseignants au Congo ne relèvent pas du régime général de la fonction publique. Ils sont régis par un statut particulier. C'est l'ordonnance, je crois, 232. L'enseignant a un statut particulier. D'ailleurs, il est engagé par les ministres de l'EPST, il est géré par lui, et c'est les ministres qui décident de sa sortie. Mais comme on fait la transposition des grades, c'est comme ça que les enseignants qui passent au grade de commandement, le chef de l'État prend une ordonnance. Au grade de collaboration, c'est le Premier ministre qui prend un décret. Au grade d'exécution, c'est le ministre qui prend l'arrêté. Donc les enseignants que vous voyez là, ils sont sur l'arrêté en attendant l'ordonnance et le décret du Premier ministre. Ce qui fait que c'est les ministres de l'EPC, ministres sectoriels, qui décident de la mise en retraite des enseignants et non pas les ministres de la fonction publique, parce que les enseignants ne margent pas du régime général, ils ne sont pas fonctionnaires de l'État, il y a une discrimination là-dessus. Okay. Et même pour la Caisse nationale de sécurité sociale, on va terminer. La mise en œuvre de cette caisse-là n'a pas tenu compte de la présence des enseignants, ils ont été également discriminés. Alors, Tony Mwaba vient pour régler des problèmes qui se posent. Il y a eu un problème avec la discrimination des enseignants. Et voilà, je suis en train de régler justement ces problèmes-là. Mais quand on règle un problème, on considère que les enseignants devraient être mis à la retraite au niveau de la fonction publique, qui devraient dépendre de cette structure-là, qui n'a pas tenu compte des enseignants. Donc, on ne devrait même pas faire du bruit autour de ces dossiers-là, parce que vous avez suivi que même les bancs syndicales est très satisfaits de ces réalisations-là, parce que ça a toujours été les revendications. Alors, monsieur le ministre, nous aurons une émission un peu plus élaborée où nous parlerons évidemment du bilan de votre secteur. Et j'ajoute, peut-être vous n'avez pas posé la question, parmi les réalisations, j'ai obtenu au moins les paiements de la moitié de la prime de brousse pour tous les enseignants de l'arrière-pays, parce qu'ils ont toujours revendiqué ça, j'ai obtenu ça. Mais dans notre pays, malheureusement, quand on parle de réalisations, personne, et vous ne verrez personne en parler. On attend que les points de faiblesse, on attend que les points de chute. Mais malheureusement, on a cru m'avoir eu dans les dossiers TENAFEP, mais c'était juste, on peut dire, un coup d'épée dans l'eau. On n'a même pas posé la question sur Veridos. J'espère qu'on en parlera dans nos prochaines éditions. Monsieur le ministre Tony Mwaba, vous êtes ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de l'invitation. Moi-même, je pars d'ici avec les sentiments de n'avoir pas tout livré comme information dans le cadre de mon sous-secteur qui a beaucoup réalisé pendant les 100 jours. C'est un journal de 20 minutes. On vous a accordé 30 minutes. Merci beaucoup. Alors, cette édition est terminée, 19h45. On se retrouve jeudi, même heure. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.